Bonjour, bonsoir à toute ma famille afrodescendante. Je suis votre animatrice Laure et la présidente de l'association Gado. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace de valorisation de l'expérience noire française, Radio Gado, qui est le podcast de la génération afrodescendante organisée. Donc toujours un big up à l'émission de Radio Debout. C'est le rendez-vous 100% Afrothérapie en partenariat avec Gado sur la fréquence 106.3. Et donc un big up à toute l'équipe aussi, comme d'habitude, qui me permet de transmettre ma pensée et qui me donne une manière de diffuser. Alkali, aka Selecta Khalidja, Malik, big up. Il est avec moi ce soir, notre mentor Théo, et je n'oublie pas, on n'oublie jamais Lucien, qui repose en paix, qui nous donne la force et la puissance. Et donc aujourd'hui, on commence avec une citation de Lucia Anguilla, qui est que la véritable, excusez-moi, déjà je commence mal. Donc la véritable famille ne se détermine pas par le lien du sang, mais plutôt par le choix du cœur. Donc la famille est le premier lieu d'enracinement, ce qui donne beaucoup de sens, à sa racine, à l'étymologie du mot. Donc quand on fouille un petit peu, on trouve que le sens de famille est rarement mentionné tel qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment qu'à partir du XVe siècle que ce mot émerge de ses racines latines, mais pas que, aussi des pays de l'Est, donc slaves et nordiques aussi. Et il a pour synonyme proche, esclave, servant, domestique, membre d'une propriété ou domaine et foyer. Et c'est que quelques siècles plus tard qu'il a finalement pris le sens d'une gouvernance parentale, ce qui inclut aussi les enfants, et ensuite on ajoute les cousins, les tantes, les oncles, etc. Donc c'est rigolo de penser qu'une famille représentait de ce temps plein de gens qui se connaissaient et parfois qui se connaissaient pas sous un toit ou sous une gouvernance féodale. Et si vous n'arrivez pas à visualiser un système féodal, pensez au film Les Visiteurs, à Game of Thrones, The Last Kingdom, pour ceux qui savent, Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois et j'en passe. Donc dans toutes ces histoires, on retrouve en général un homme, un paysan, un homme de foi. Donc il y a toujours une dynamique familiale liée à la structure sociale qui est rigide et qui est directement liée à un ordre hiérarchique, avec pour focus la transmission du pouvoir, des terres et du nom. C'est toujours ça. Et donc on peut voir dans ces milieux-là que les plus riches s'accouplent pour renforcer les alliances, eux, et donc d'un autre côté, les pauvres, eux, ils le font par nécessité. Donc parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pour travailler la terre. Donc ils le font, mais pas pour les mêmes raisons. Et donc ça c'est logique, parce que dans tous les cas, sur ces domaines ou dans ces micro-systèmes, ces micro-familles, ils étaient liés par un partage de sentiments et d'intérêts collectifs qui vont ensuite s'agrandir et fonder un village, une tribu, une nation, un empire, et même pour finir par une ou des civilisations. Donc ça peut être des personnes qui sont certes liées par le sang, mais pas que. Ça peut être aussi de mariage ou par adoption. Et donc ils s'identifient les uns aux autres pour coopérer à différents niveaux. Et quand on pense à la famille, c'est vrai qu'on est harcelé par le concept simple ou conjugal de la famille. En gros, la famille nucléaire avec maman, papa et les enfants, qui, au passage, est un modèle très occidental, dû à son aspect patriarcal qui centralise beaucoup le besoin de l'homme, et c'est pour ça qu'on dit que le masculin l'emporte. Et donc l'autre option, c'est d'être imposé le stéréotype monoparental où la femme et parfois l'homme élève l'enfant seul. Donc dans le système dans lequel on vit en général sur ces deux dimensions, celui où tu es dans une famille dite nucléaire ou t'es dans la monoparentalité pour raison X, Y. Mais une grande famille peut ne pas être formellement constituée. La famille, en réalité, dépasse souvent la biologie et devient un réseau affectif, une cellule de survie et un acte de résistance silencieuse face à la déshumanisation, par exemple. C'est un espace dans lequel les liens familiaux se réinventent à partir de la réalité et non à partir du modèle classique. Donc je vous invite à réfléchir à la transformation, la fragmentation et la résilience des liens familiaux afrodescendants, notamment sous un système de suprématie, parce qu'un groupe de personnes issues d'une histoire commune, qui ne se connaissent pas tous, mais qui vivent tous sous une gouvernance, ça ressemble beaucoup à notre expérience qui est plurielle, qui n'est pas singulière mais qui est plurielle là pour le coup. On se retrouve tous sur une terre qui n'est pas forcément
la nôtre directement. Et on se retrouve avec notre histoire assez fragmentée. Et donc, chacun se retrouve dans son département, dans sa ville, dans son quartier, avec ce qui constitue d'une famille. Hein. Si vous allez aux Antilles, on peut parler de cours et un système où chacun, même s'ils sont pas issus de la même lignée, se retrouve et deviennent une nouvelle famille. Mais bref, donc la famille est généralement au cœur de nos représentations artistiques, surtout en ce qui concerne les afrodescendants. On peut le voir à travers la musique et le cinéma, qui sont parmi les plus puissants vecteurs d'influence culturelle. Hein. Donc, bien avant les réseaux sociaux modernes, comme les plateformes qu'on connaît aujourd'hui, hein, d'Insta, Snap, etc., on avait déjà un petit peu ces éléments de famille. On peut voir même dans le rap, parler de sa famille, c'est très commun. Dans le cinéma, on peut parler de différentes narratives, mais bon, là j'y viens. Et donc ce sont des récits forts, hein, peu importe où ils sont dépictés, qui nous montrent en général des familles qui sont sous pression, en résistance ou en reconstruction. Et il y en a d'autres qui surtout véhiculent l'importance du groupe dans la négritude. Hein. On peut voir ça dans les dessins animés, j'allais y venir. Hein. On peut voir Le Roi Lion ou Kirikou, hein, qui place déjà la famille et la communauté au centre du récit. On voit des liens familiaux profonds, parfois même mis à l'épreuve, mais porteurs d'enseignement, de transmission et de résilience. Voilà. Du côté du cinéma urbain, hein, des films comme Boys in the Hood, Chattaz ou Gang d'Antillais qui nous plongent dans les réalités complexes des quartiers. On y observe aussi des familles fracturées par la précarité, la violence, hein, parfois l'absence parentale, mais aussi beaucoup de fraternités recréées ou des amis qui deviennent des frères ou des sœurs de cœur, comme dans Black Panther ou Fast and Furious, où on peut regarder la notion de la famille choisie, hein, qui remplace clairement les liens du sang, hein, de l'autre côté. Hein. Des œuvres comme La Haine, on a Top Boy ou Banlieusard qui explorent également cette famille alternative, qui est façonné par ce que les gens appellent la rue. Autrement dit, hein, c'est encore une fois les zones urbaines. Hein. Et donc, sur le plan historique, hein, on peut parler des films comme Roots, Racine, pour ceux qui ne savent pas, hein, Django, si vous l'avez regardé, 12 Years a Slave, Woman King, hein, qui raconte comment la famille noire a été systématiquement brisée par la violence coloniale et esclavagiste. On voit des mères arrachées à leurs enfants, des couples séparés, des lignées effacées. Même, il me semble, dans Tarzan, Tarzan est un film aussi, dans lequel ça a été dépicté. Et donc, on peut voir l'ordre esclavagiste qui détruit les liens familiaux pour mieux dominer les esclaves. Hein. Et pourtant, dans ces récits, la famille résiste quand même par l'amour, par la transmission orale, la mémoire. Elle devient un acte de survie symbolique, une forme de résistance invisible, mais qui est puissante. Des séries comme The Cosby Show, on peut voir Ma famille d'abord, hein, Notre belle famille avec Steve Urkel, Le Prince de Bel-Air, Arnold et Willy, Cousin Skeeter, The Proud Family. Franchement, je peux en citer plein, surtout dans les années 80 et 90, on en avait vraiment il y avait une grosse vague de ce type de série, hein, qui était très populaire, The Parkers, Moesha. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a Blackish aussi, qui peut représenter ça un petit peu. Et donc ça nous montre des familles drôles, aimantes, qui sont parfois dysfonctionnelles, mais toujours soudées. Hein. Et c'est ces productions qui ont donné voix aux familles noires à travers les différentes classes, hein, tout en abordant des thèmes profonds comme le racisme, l'éducation, l'identité, l'adolescence, le rapport au genre, etc. Donc la structure, pour nous, hein, pour en revenir à la famille, et donc pour revenir aux afrodescendants et Gado, donc la structure associative Gado, hein, fait la promotion de cette représentation par le biais de la diversité familiale. Une grande famille nous apprend le travail coopératif et développe un sentiment de fraternité, d'empathie et de compassion pour les autres. Elle développe nos compétences sociales et notre sens de modération et de responsabilité. Elle nous aide aussi à surmonter les obstacles de la vie, repose sur des facteurs de différenciation de la vie familiale. On peut dans ce cas parler de ta manière de... Quand on parle de différenciation, hein, ça fait directement en référence à la diversité. Et donc dans ce cas-là, on peut parler d'organisation, de ta classe sociale, des différents âges, hein, et les générations. On peut parler d'ethnicité, bien sûr, les différentes cultures. Et donc, parallèlement à ces facteurs, la génération afrodescendante organisée, hein, cherche justement à organiser ses membres. Et si nous sommes une grande famille, ça commence avec la compréhension qu'il y a plusieurs variations de la famille caribéenne, afrodescendante, qui composent cette famille aujourd'hui afrodescendante. Donc, la famille élargie, hein,
Je vous en ai parlé tout à l'heure. Aux Antilles, c'est très courant. Mounlakou et Mounlakai, et pas que, hein. En Afrique, il y a clairement, je suis sûr qu'il y a des mots adaptés aussi. C'est des personnes qui partagent des terres ensemble, plusieurs familles qui partagent un très grand bout de terre et qui, par interaction, deviennent des familles à part entière, hein. On peut parler de lignées et de clans, comme on peut voir souvent en Afrique. La famille composée ou recomposée, hein, où il y a différents mamans, différents papas, différents enfants. La famille de procréation. Ça, c'est très futuristique, hein. Ça, c'est juste donateur. Donateur de ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Voilà, pour faire un bébé. Juste là pour procréer. C'est un fait. Même dans notre communauté, hein, il y a des femmes qui décident d'avoir des enfants sans forcément s'inquiéter ou prendre en compte le papa, et vice versa, hein. Il y a des hommes qui peuvent faire appel à des mères porteuses maintenant, donc voilà. Et bien sûr, on a les familles d'orientation et les familles de cœur qui sont souvent liées à l'adoption suite à des circonstances parfois qui sont graves, des familles d'accueil, etc. Donc, on peut prendre en compte toutes les différentes variations de la famille chez les afrodescendants. Et donc, je pense que c'est important de mentionner que nos ancêtres vivaient principalement dans un système matriarcal qui, contrairement au patriarcat, est centralisé sur les besoins de tous, pas que celui de l'homme. Et de temps à autre, certaines circonstances avaient besoin d'être contrées, c'est vrai, par une forte énergie masculine, hein, pour ensuite reprendre un cycle naturel, donc matrifocal. D'où l'expression un potomiton, un créole, qui signifie pilier fondateur, hein, ou plutôt fondatrice, je devrais dire. Et donc un groupe n'est qu'aussi fort que son membre le plus faible. Les êtres les plus vulnérables en société sont les enfants et les anciens. Leur épanouissement atteste du succès d'une civilisation jugée sur le traitement de ses plus jeunes et de ses plus âgés. C'est la raison pour laquelle la diversité des âges dans un groupe est importante. La transmission de valeurs et de principes est en constante évolution, hein, et chaque génération a sa mission, hein, comme Frantz Fanon nous le dit, hein, c'est de la trahir ou de l'accomplir. Et donc la mission de toute génération est de paver un chemin plus clair pour la prochaine. C'est comme ça qu'on établit un héritage. Le sens du devoir est une valeur morale qui désigne la conscience et la volonté d'accomplir, hein, ce qui est juste, nécessaire ou attendu, même si cela implique un effort, un sacrifice ou une contrainte personnelle. Quand on parle de famille, hein, ça prend une dimension parfois intime, hein, car même si le sens du devoir permet d'obéir, protéger, partager et soutenir, c'est vrai, il peut aussi devenir une pression invisible, hein, avec des attentes un peu trop fortes qui étouffent l'individu au profit du groupe. Et pour le bien du groupe, hein, il faut dire stop, hein. La responsabilité sur les aînés, surtout les filles, hein, dans nos communautés, faut qu'on dise stop aussi. Faut responsabiliser aussi les jeunes hommes et les hommes, hein, les garçons. Quand quelque chose t'empêche d'avancer, il faut le lâcher, hein. On appelle ça en général un boulet, certains diront même un fardeau, mais je n'irai pas juste là. Il faut juste peut-être mettre juste les freins. Et donc rejeter consciemment, hein, les normes ou les devoirs imposés, parfois au nom de la liberté personnelle, c'est peut-être un concept à se réapproprier. Ça s'appelle de la rébellion volontaire. Okay, on se rebelle, hein, de façon très volontaire, ou on peut tout simplement dire que c'est de l'insoumission. Mais quand on est insoumis, on est tout de suite vu comme un rebelle. Donc voilà. Quand cette insoumission est consciente, elle est réfléchie et porteuse de sens, elle peut être une vraie révolution, hein, pour la génération qui le vit, hein. Donc l'avantage, c'est que ça permet de ne plus vivre pour plaire ou obéir, mais pour exister pleinement, comme font déjà les Gen Z par exemple, hein. Et je vais même pas parler de la génération alpha, la génération réseaux sociaux, TikTok, etc., parce que ils vivent vraiment sans contrainte. Ça peut nous aider à développer une certaine autonomie, hein, avoir l'esprit critique, et avoir une certaine liberté intérieure. On va pas se balader rigide et amer face au monde parce qu'on a été imposé des devoirs qu'on ne souhaitait pas hériter. Et donc l'insoumission, c'est aussi un acte éthique face à un système oppressif ou injuste qui remet en question les normes figées, et elle ouvre la voie à de nouveaux modèles de pensée, de société ou même de famille. Et c'est souvent par l'insoumission que les sociétés évoluent.
car le but n'est pas de fuir le devoir, mais choisir le bon devoir, celui qu'on décide de porter librement, hein, pas celui qu'on nous force à porter. Et donc l'aspect éthique de notre diversité familiale, elle va être intéressante. Hein. Certaines personnes disent que la Terre se mélanise, hein, qu'elle devient de plus en plus métisse. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment une idée qui soit cohérente, et j'en parle parce que il y a cette idée de diversité. Hein, cette idée de diversité, pas juste familiale, mais parfois cette diversité génétique. Hein, mais il faut regarder un petit peu peut-être la science. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment plus de métissage ou est-ce qu'il y a moins de fertilité sur cette planète? Parce que quand on regarde un petit peu la dynamique sociale, hein, on peut même penser qu'il y avait peut-être plus de métissage pendant la colonisation qu'aujourd'hui. Hein. Le système de suprématie n'existait pas, hein, car les Occidentaux, à cette époque-là, hein, ne savaient même pas ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, ni en Afrique, ni en Asie. Hein. Et donc, quand ils ont découvert ces nouveaux peuples, et ils sont tombés sur ces nouvelles femmes, c'est ça qui a vraiment déclenché ce métissage dit naturel. Et donc, ensuite, quand ils sont rentrés dans un système de suprématie, ça s'est transformé en métissage forcé. Et donc, pas besoin de reprendre toute l'histoire, hein, et l'utilisation du sexe comme une arme de guerre à travers des actes qui sont extrêmes. Et ensuite, on peut parler aussi de tendance de rébellion, car plus les règles étaient strictes, plus les personnes voulaient les enfreindre. Donc, les différentes interdictions raciales, comme avec le Code noir par exemple, ont donné encore plus envie à certaines personnes de procréer ensemble. Donc néanmoins, de tout ça, hein, la formation familiale de notre communauté, elle suit un cycle très naturel mené principalement par de la mélanine. Hein, c'est le premier marqueur. On va toujours s'y retrouver. Le métissage est une jolie phase de ce cycle en transition. Hein. La colonisation a tenté de contrôler ce phénomène naturel, mais la nature n'est pas contrôlable. C'est vrai qu'il y a un aspect sexuel, hein, ça change pas, hein, l'attirance, la découverte de l'autre et des différentes cultures. Mais faut comprendre que le métissage est aussi, de l'autre côté, une construction sociale coloniale, hein, utilisée comme monnaie d'échange. On peut prendre exemple sur n'importe quel peuple. N'importe quel endroit sur cette planète, hein, peu importe où on va, hein, en général, les peuples les plus oppressés sont les peuples les plus foncés. Donc c'est une monnaie d'échange. Hein. Le taux de pigmentation est devenu une monnaie d'échange. Hein. Peu importe où on va, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique et encore plus aux Antilles. Hein. Le brassage a fait que le système de caste donne différentes nuances à la négritude. On ne va pas en débattre parce que ce sont des faits. Et donc, faut savoir que notre afrodescendance à nous, ici en France, c'est le métissage de la culture noire française tout court. Donc, il y a une tendance, certes, en termes social, de mélange de différentes cultures, hein, et ça c'est une bonne chose à voir dans notre communauté parce que nos parents ils avaient même pas autant d'exposition à d'autres cultures noires. Ils se procréaient avec les personnes qui étaient là, donc en général c'était des Antillais avec des Antillais, des Haïtiens avec des Haïtiens, des Congolais avec des Congolais. Donc maintenant il y a de la variation de tout ça, il n'y a pas plus beau que ça parce que ça rend notre famille encore plus large et encore plus tissée. Donc à ce niveau-là ça peut être que du positif, hein. Donc afrodescendant français, on va dire que c'est une appellation importante parce qu'elle fédère cette grande famille sous la nationalité française aux origines africaines et caribéennes. On partage avec ceux-ci une langue, des valeurs, une manière de donner sens à la vie, mais aussi une manière de nous rejoindre sur l'histoire. Donc je vais vous laisser là-dessus. Le concept de la famille est un sujet intéressant sur lequel discuter. Si on est des afrodescendants, nos liens vont plus loin que les liens du sang. Ils vont plutôt par le choix du cœur, pour reprendre Lucien Mgouya. Et donc, je vais vous inviter à suivre la page, comme d'habitude, Héritage, chiffre de Gado, GADO, sur YouTube et Instagram. Allez suivre la page d'Ubboot également, c'est DOOBOOT. Je vous ai déjà retenu un petit moment, on va pas tarder, donc je vous dis à la prochaine, au revoir.